Je vous propose de passer maintenant à notre séquence Regard croisé sur la ville de demain. Je suis très heureuse d'inviter à venir me rejoindre Serge Novaretti. Vous êtes policier and programme manager à la Commission européenne. Merci de nous rejoindre. Carlos Moreno, qui est directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation. Tu vas nous raconter ça dans le détail. Rejoins-nous, s'il te plaît. Ainsi que Xavier Mathieu, directeur général de Birdies. Merci d'être là également. Olivier Landel, délégué général de France Urbaine, est actuellement bloqué dans un train, mais ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Donc, dès qu'il arrive, on lui fera une petite place pour travailler avec nous. Merci à ceux qui nous rejoignent dans la salle de vous installer. On va démarrer immédiatement. Je m'élève où je vais là-bas. Très bien. Donc, on va démarrer ce temps de regard croisé. Ça nous semblait important, effectivement, de prendre un petit peu de recul par rapport à ces enjeux et de se dire, finalement, quels sont les acteurs qui travaillent aussi sur ces sujets et de confronter, alors de manière très amicale, hein, évidemment, le point de vue de la Commission européenne qui porte toute une série de projets et d'initiatives structurantes sur ces sujets, le point de vue de la recherche avec la chaire et puis Carlos qui est actif avec nous depuis de nombreuses années maintenant et merci d'être là. Olivier, bravo, merci d'être avec nous. Quelle synchronisation! Une synchronisation formidable. Et évidemment, on ne peut pas travailler sans les acteurs privés, donc merci à vous aussi d'être là pour représenter aussi ces acteurs qui agissent au quotidien avec les villes. Et puis Olivier Landel qui vient de nous rejoindre. Donc tu es délégué général de l'association France Urbaine, association fondatrice, cofondatrice avec la DCF du réseau des interconnectés que j'ai le plaisir de diriger. Donc merci de nous avoir rejoints dans un temps record à la sortie de la gare. Et puis je te laisserai la parole juste après pour avancer sur nos points. Alors pour commencer, j'avais envie, Carlos, que tu puisses nous présenter ce projet de la chaire ETI qui a été créé en 2018. Alors c'est un projet qui est déjà bien connu, mais néanmoins peut-être pas connu de tous, et qui me semble être un outil tout à fait intéressant pour nos questions. Donc peut-être nous rappeler déjà le fonctionnement de sa chaire, les grands principes qui ont conduit à sa construction. Absolument. D'abord, merci Céline et pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir au Forum des Interconnectés. Et je salue bien sûr Olivier qui vient d'arriver et tous les collègues qui sont présents sur la scène et vous qui êtes venus pour assister à ces rendez-vous importants, les 16e forums, hein, c'est ça, des interconnectés. Voilà. Donc j'ai la voix un peu cassée, mais j'ai mis des efforts de cortisone pour être aujourd'hui. J'avais plus de voix jusqu'à hier matin. Donc je vais vous présenter la chaire connue sous le nom chaire ETI, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation. Donc c'est une chaire qui fonctionne à la manière de nos territoires. On ne peut pas imaginer une chaire à Paris et qui, de manière centralisée, va réfléchir sur le territoire. C'est opposé à nos convictions, celles qu'on partage avec France Urbaine, avec la DCF, avec Interconnectés. Donc notre chaire, elle est territoriale et elle est dans les territoires. Nous sommes nés à Paris, en Sorbonne, mais nous sommes présents par d'Europe dans les territoires français et internationaux. Vous avez la carte, Paris, la métropole de Dijon, où j'ai été hier pour animer une équipe des recherches de la chaire, Nantes, où nous avons fait plusieurs événements déjà cette année, en 2020, la région Grand Est également, la région de France, et à l'étranger, on bénéficie d'un réseau international extrêmement puissant. Donc la chaire ETI est la mise en réseau de compétences scientifiques et partenariales. Notre thème de recherche, c'est la création des valeurs écologiques, économiques et sociales pour nos territoires. Chaque euro investi dans nos territoires doit comporter un retour d'investissement écologique par rapport au changement climatique, économique par rapport à la manière de créer de la valeur et sociale sur une ville plus inclusive.
Nous avons des partenaires territoriaux fondateurs, nous avons des partenaires mécènes également fondateurs, EDF, GFI, je salue Lionel Brie qui est là, ICAD, le SNEF, qui contribuent financièrement pour porter cette chaire et avoir les moyens que nous avons aujourd'hui, qui nous permettent de déployer depuis 2 ans une activité très intense. Nous avons un partenariat national et international extrêmement large, dont France Urbaine et les interconnectés et des associations et organisations nationales et internationales, l'UNESCO et UNHabitat en particulier, qui travaillent avec nous, des partenariats académiques en France et également à l'étranger, dans le monde entier. Et nous avons donc un conseil scientifique qui est présidé par les prix Nobel de la paix, les professeurs Mohamed Younous, et j'ai l'honneur d'être le directeur scientifique de cette chaire. Nous avons un comité scientifique international avec 3 prix Nobel, 22 personnes, les 5 continents au plus haut niveau, 11 hommes, 11 femmes, parité parfaite, on n'a oublié personne, une équipe de permanents qui travaille donc pour piloter toutes les activités de la chaire en termes de coordination, 2 axes de recherche majeurs. La première, c'est les transitions urbaines et territoriales. La deuxième, c'est la vie urbaine territoriale et les créations de valeur. Nous sommes devenus aujourd'hui les pionniers au niveau mondial de ce qu'on appelle les chrono-urbanismes et la chronotopie. Vous entendez beaucoup actuellement parler, puisque les élections municipales approchent, de la ville des quarts d'heure, du territoire de la demi-heure. Nous avons développé des outils de modélisation du chrono-urbanisme de territoires à différentes échelles. Nous travaillons également sur les écosystèmes d'entrepreneuriat et les territoires intensifs et durables avec du social business. Nous avons donc énormément de productions intellectuelles que vous voyez, les cahiers de la chaire, des films de 1 minute 30, tous dans les mêmes bateaux, l'Académie pour tous, les matins de la chaire, les rencontres des Malaquais, des événements partenariaux avec la OCDE, avec Women in Tech, avec énormément donc, de partenaires de notre écosystème, et bien sûr des activités scientifiques de fond, une conférence annuelle qui est Territoire intelligent et management public durable, avec 200 chercheurs du monde entier que nous faisons en Sorbonne, et nous avons décidé de lancer maintenant un rendez-vous mondial, toujours au mois de mai, à Paris, qui est la conférence MUT, Mutations urbaines et territoriales. On a ouvert l'appel à contribution, 2 jours où le monde entier de la ville et des territoires sera réuni au niveau scientifique. Nous participons activement à Smart City Expo. On a eu le plaisir avec France Urbaine d'animer et de participer, donc, mais concernant l'introduction du livre donc, Les villes numériques et l'inclusion sociale. Et avec donc, nos amis des France Urbaine, nous continuerons à travailler puisque nous croyons beaucoup dans la territorialité telle comme elle est portée avec cette vision de donner aux métropoles beaucoup d'ambition aujourd'hui. Merci, ça c'est une présentation globale, je suis à vos dispositions. Et c'est une chaire qui est ouverte à tous les partenaires, publics et privés, donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nos activités, on sera ravis de vous accueillir. Alors concrètement, merci pour cette présentation large de vos travaux. Concrètement, on voit l'objet est de travailler la ville, mais avec un point de vue quand même que vous défendez. Vous êtes sur un point de vue qui est de l'ordre, tu parles de ville du quart d'heure, on y reviendra plus dans le détail tout à l'heure, mais peut-être quand même donner la philosophie qui porte un peu la chaire et puis la manière dont vous travaillez avec les territoires. Parce qu'à Nantes, par exemple, vous avez une chaire finalement déléguée ou régionalisée, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous préciser l'état d'esprit de la chaire, quel est votre objectif annoncé sur cette perception de la ville, puis peut-être comment on travaille localement aussi. Tout à fait. Donc l'objectif de la chaire, c'est de développer une synergie autour d'une recherche appliquée sur les enjeux territoriaux, autour de la décentralisation indispensable pour construire des outils de modélisation territoriale face aux enjeux qui sont le changement climatique, une meilleure économie locale et territoriale et une meilleure qualité de vie pour cet ensemble-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est extrêmement important qu'au niveau du numérique, nous utilisions le numérique pour découvrir les ressources de la proximité. Nous croyons beaucoup à la hyper-proximité, c'est-à-dire toutes les ressources cachées que nous avons localement. Et c'est pour ça que nous développons cette activité pionnière au niveau international du chrono-urbanisme et la chronoterritorialité, c'est-à-dire comment éviter les mobilités subies pour aller vers les mobilités choisies avec de la création de la valeur locale pour diminuer
donc les longues distances et tous les stress dont on a vu avec les Gilets jaunes, qui étaient des révoltes territoriales par des problèmes donc de distance et rien qu'habitat travail. Nous avons cette thématique-là, et dans chaque hub territorial qui est décentralisé, nous lui donnons une coloration particulière. Donc après, localement, en fonction des préoccupations spécifiques des territoires, peut se travailler un point en particulier, on accentue une dimension plutôt qu'une autre, c'est ça? Tout à fait. À Nantes, c'est plutôt, par exemple, le design des services. À Dijon, où j'étais hier, c'est donc la qualité de vie territoriale de la métropole. Dans la région Grand Est, c'est donc les mutations territoriales transfrontalières et l'impact également de villes moyennes. En région Hauts-de-France, c'est la circularité, l'économie circulaire. Et à Paris, c'est donc comment dans une ville compacte, on peut développer la ville des quarts d'heure pour pouvoir créer beaucoup plus de diversité sociale et culturelle dans ces villes très fragmentées et très déstructurées. Voilà. Donc, chaque lieu, plus la coopération internationale, nous coopérons avec des grandes universités et spécialistes mondiaux, et donc tous les hubs accèdent à cette base de ressources globales au travers des conférences, des cahiers de la chaire, des workshops, des écoles d'été, des universités, où à la demande, nous organisons des semaines complètes de formation avec des personnalités. Voilà. Nous collaborons avec des grandes institutions comme Métropolis, que tu connais, donc l'Association mondiale de grandes métropoles et autres, et donc nous avons la possibilité de créer des événements croisés pour les adhérents de la chaire, pour qu'ils bénéficient de cet écosystème international que nous avons bâti. La chaire existe depuis 2 ans, mais c'est la concentration pour ce qui me concerne, 15 ans de travaux, et donc d'un réseau mondial modestement au plus haut niveau. Merci beaucoup de ce point. On va revenir dans le détail sur concrètement ce que la ville du quart d'heure peut vouloir dire. On y reviendra après. Olivier, donc, tu es donc le délégué général de France Urbaine. Donc peut-être représenter en 2 mots quand même qui sont les adhérents de France Urbaine. Et puis surtout, on l'a dit tout à l'heure, vous étiez donc vous représentez le monde urbain, les villes et les agglomérations de plus de 100 000 habitants, pour le dire vite. Ça te va comme définition? Très bien. Et vous étiez donc cette année aussi au Smart City Expo à Barcelone, avec une délégation importante de territoires qui ont aussi fait un travail de repérage des différents projets qui étaient portés. Et à travers ce travail préalable, à travers les échanges que vous avez au quotidien aussi avec eux, quelles sont, d'après toi, la perception des adhérents de France Urbaine sur ces questions de ville intelligente? Est-ce que ça évolue entre la vision peut-être très techno du début et ce qui est aujourd'hui porté? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. La ville du quart d'heure, ça marche quand les trains ne sont pas en retard, pas tout le temps. Oui, donc France Urbaine, rapidement, bon, tu l'as dit, c'est toutes les villes de plus de 100 000 habitants et toutes les intercommunalités qui sont autour, c'est-à-dire les 22 métropoles, les 13 aujourd'hui communautés urbaines et quelques grandes communautés d'agglomération, mais également à Paris, les établissements publics territoriaux, enfin bref. Le monde urbain dans son ensemble, une trentaine de millions de personnes et 2000 communes, je précise toujours 2000 communes parce qu'il y a beaucoup de communes rurales en fait dans les métropoles, les communautés urbaines, il n'y a pas que les villes-centres qui sont représentées. Et effectivement, cette question de la Smart City, bon, on prend tous ce terme qui, voilà, un anglicisme auquel on peut donner des sens très divers et variés. Il est vrai qu'il y a quelques années, ça a débarqué, je dirais, dans les interrogations, médiatiquement, avec l'invention de ce mot et poussé par plutôt des grands groupes internationaux. Et comme souvent dans ce type de phénomène de mode médiatique, on va dire, autour d'un terme, on s'est aperçu qu'on faisait de la Smart City depuis longtemps sans l'avoir nommé comme ça, et que toutes ces questions de l'accès au numérique, de l'accès aux données, du pilotage de la ville sont des questions qui se posent évidemment depuis longtemps, notamment dans les grandes intercommunalités, puisque vous le savez, notamment celles qui sont autour des villes de plus de 100 000 habitants, sont celles qui se trouvent être le plus souvent les plus anciennes et le plus souvent les plus intégrées.
c'est-à-dire celles qui délivrent le plus de services publics et donc en termes juridiques qui ont le plus de compétences à exercer et des compétences qui ont un rapport très clair avec le quotidien des habitants. Quand vous vous occupez de transport, quand vous vous occupez de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, des déchets, de l'aménagement urbain, de tout ce qui est urbanisme, bref, de tout un tas de sujets. Évidemment que vous avez une vision du bien-être, du bien-vivre, du bien circuler, etc., de l'ensemble de vos habitants. Et quand en plus vous avez la responsabilité de piloter le logement social, les zones d'activité, etc., on voit bien tout de suite que les trois piliers traditionnels du développement durable sont natifs, en fait, sont dans les gènes de toutes les grandes agglomérations, métropoles. Et c'est en permanence et depuis des décennies un équilibre subtil qu'il faut trouver entre la nécessité du développement économique, de l'attractivité, la nécessité de la préservation de la biodiversité de la planète, le non-réchauffement climatique, et la nécessité de coordonner, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, qu'il n'y ait pas de poche de pauvreté, qu'il n'y ait pas de délinquance, qu'il y ait un problème de sécurité. Bref, je ne vais pas vous refaire toute la ville. Et donc, le sujet de la Smart City, en fait, est, comme d'autres d'ailleurs, une clé d'entrée possible et intéressante pour adresser, en fait, cette nécessité d'articuler ces différentes dimensions. C'est vrai qu'il y a quelques années, d'ailleurs, déjà à cette époque, à l'occasion du congrès de Barcelone, je crois que c'était en 2016, la première fois, je fais un petit coucou à Sébastien Tison qui va me confirmer que c'était bien 2016, c'est ça, la première année. Et donc on avait déjà demandé à nos membres de décrire où ils en étaient, en gros, comment ils faisaient déjà la Smart City au moment où ça commençait à devenir à la mode, quoi. Et donc on avait fait des fiches qui étaient plutôt dans l'ordre de la donnée, de la data, de la technique, etc., qu'on a actualisé en 2016. Et pour en revenir au dernier moment là où on en est, eh bien, c'est vrai qu'on a réactualisé ces fiches, ou plutôt complété, avec l'innovation sociale. Parce que une des préoccupations, évidemment, c'est de faire en sorte que toutes ces innovations techniques n'oublient pas nos concitoyens au bord de la route. Alors, ce qui est assez intéressant, puis j'arrêterai là pour l'instant, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que la philosophie qui ressort à la lecture de ces différentes fiches croise tout à fait ce qu'a dit Carlos et ce qu'est la philosophie d'ensemble de France Urbaine. C'est-à-dire que, d'abord, nous, on prône beaucoup l'horizontalité. C'est-à-dire que les choses ne se font pas de façon descendante avec quelqu'un qui planifie et quelqu'un qui exécute. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Les choses se font en réseau. D'ailleurs, c'est un mot du numérique, hein, en partenariat. Et donc, il faut mettre de la force de conviction pour faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Et quand vous les mettez autour de la table, qu'ils soient publics, privés, État, département, interco, communes, simples citoyens, très vite, on arrive à converger sur des solutions utiles à tous. Il y a un deuxième sujet qu'on retrouve bien dans ces fiches, c'est la préoccupation de l'extraterritorialité ou de l'interterritorialité. Alors je jargonne un peu, mais quand on pilote des grandes agglomérations, évidemment qu'on est en interdépendance permanente avec d'autres territoires. Des territoires voisins, mais également la ville moyenne à 30-40 km, l'autre grande métropole à 200 km et le monde entier, parce que les gens ils viennent du monde entier, que ce soit pour la recherche, l'université, le travail, mais également le tourisme. Donc forcément, il y a toujours cette idée d'une co-responsabilité à partager qui revient. Et puis, il y a cette question du coût humain. On fait partie des associations qui, depuis des décennies, disent, pour bien répondre aux enjeux des difficultés de nos concitoyens, on ne peut pas avoir des modèles nationaux, on ne peut pas avoir des règles qui s'appliquent partout. Même les appels à projets qui mettent les gens en tension ou en concurrence sont une très mauvaise méthode. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut acter qu'on répond bien en différenciant les réponses, et c'est aux acteurs locaux de trouver des réponses différentes. Et l'analyse des fiches qui sont dans le document, alors, je ne sais pas s'il y en a ici, mais tout ça, il y en a ici, oui. Mais tout ça est vous en disponible. transmettre, oui, tout à fait. L'analyse des fiches montre bien que, y compris sur ce sujet-là,
c'est la même philosophie qui se dégage. Merci beaucoup pour ce point. Donc effectivement, une philosophie de construction d'un modèle de ville qui est adapté au territoire et qui est construit par les acteurs eux-mêmes. Et puis également une vision assez humaniste qui est partagée avec ce service aux citoyens et cette préoccupation de répondre à des problèmes qui sont directement ancrés ou issus des besoins du territoire et du vécu de leurs habitants. On retrouve ce même prisme philosophique aussi au sein de la Commission européenne. Serge Novaretti, donc vous êtes Policy and Program Manager à la Commission européenne et porteur notamment aujourd'hui et demain avec nous, merci de nous avoir rejoints, d'une initiative qui est de pouvoir unir finalement les villes européennes sur une philosophie commune que vous allez nous présenter dans le cadre d'une déclaration qui a été adoptée en décembre 2019. Alors peut-être déjà quelques mots pour vous présenter de manière un peu plus détaillée, qu'on puisse mieux comprendre votre rôle, et puis ensuite sur cette déclaration et sa philosophie principale. Très bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc ici, c'est ma première fois aux Interconnectés. Donc je vous remercie Céline pour l'invitation, et je crois que ça a été fait via Hervé Grolas. Donc je ne sais pas s'il est dans la salle, mais je ne l'ai pas vu ce matin. Il doit nous rejoindre dans la journée en tout cas, oui. Voilà. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en fait, je peux parler de ce que fait la Commission, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est aussi de rebondir sur ce que vient de dire Olivier, c'est de voir comment on crée une communauté en fait autour des différents projets que l'on crée et que l'on soutient. Donc cette déclaration que vous avez évoquée, en fait, c'est pas une déclaration qui est portée par la Commission en tant que telle, c'est pas une initiative uniquement de la Commission. En fait, c'est quelque chose qui est né d'un constat de plusieurs, je dirais, la société civile, les associations qui représentent les villes au niveau de l'Europe, en fait, pas uniquement en France, mais on a aussi des contacts évidemment dans toute l'Europe, qui se sont dit aujourd'hui, en fait, on a déjà plein de solutions. Toutes les solutions existent, on a déjà développé beaucoup de choses. Pour développer des services aujourd'hui et comment, dans les nouvelles priorités de la Commission, comment le numérique en fait va contribuer au développement durable et à rendre en fait les villes intelligentes mais surtout durables, et comment on peut aussi faire en sorte que l'impact du numérique, et j'ai entendu ce matin il y avait des questions là-dessus, il y a un impact aussi moins fort sur le climat en fait, puisque là on est un petit peu dans une démarche je dirais un peu schizophrénique dans ce cas-là, si je peux me permettre. Comment on peut maintenant faire bénéficier aussi à l'ensemble des citoyens, donc vous avez parlé tout à l'heure de tout l'aspect territoire, etc. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de dire, il y a beaucoup de solutions, ces solutions-là, elles fonctionnent au niveau d'une ville, au niveau éventuellement d'une métropole en France, etc. Mais on a besoin aussi de pouvoir dialoguer et de pouvoir être interconnectable en fait, et de récupérer des données de la ville, comme vous venez de dire, qui a 50 km. Éventuellement, 50 km, on a franchi une frontière. Peut-être qu'on est déjà dans un autre État membre parmi les 27 aujourd'hui. Et tout ça pour dire, à un moment donné, il faut se poser la question comment sont fournis ces services? Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure. Tous ces services sont fournis grâce aux données en fait, qui sont disponibles et qu'on va pouvoir travailler. Pour garantir en fait, la disponibilité de ces données, donc c'est un sujet très compliqué, mais qui peut apporter beaucoup de croissance aussi, le fait de gérer les données. Ces données sont où? Elles sont sur des plateformes numériques. Ces plateformes numériques au niveau des villes, aujourd'hui, ce qu'on veut au niveau européen et ce qu'on voit dans tous les projets, c'est qu'on garde la maîtrise et la souveraineté technologique de ces plateformes. Donc il ne faut pas qu'on puisse, au niveau d'une ville, d'une région, etc., être pieds et mains liés avec des géants de l'informatique qui soient, je dirais, à notre droite ou à notre gauche, si on regarde le globe, en plaçant l'Europe au milieu, comme on a l'habitude de le faire. Donc la volonté de cette déclaration, en fait, c'est de dire on veut une Europe qui est numérique, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est dans les priorités le numérique et aussi la durabilité, mais où tous les citoyens vont en bénéficier. Donc on sait que les grandes villes ont les moyens, ont les capacités, elles ont le financement, elles ont les capacités humaines, je dirais toutes les compétences pour développer ça, mais il faut que ça aille au-delà
et notamment qu'on arrive aussi dans les zones rurales. Et pour ça, il faut qu'il y ait réellement un marché européen sur ces plateformes technologiques qui soit abordable, où les petites villes aussi, les villages, etc., puissent en bénéficier. Et donc là, j'invite vraiment les métropoles et les grandes villes à étendre et à faire bénéficier en fait de leurs moyens aussi les petites villes, etc., pour créer ce marché et que pour cette cohésion en fait sociale, on puisse gagner du temps et avoir des solutions qui ne coûtent pas cher et surtout qui sont interopérables. Donc la déclaration qu'on a officialisée en fait en Finlande sous la présidence finlandaise à Oulu en décembre, donc les premiers à signer cette déclaration, et si je suis là aujourd'hui en fait c'est pour inviter les villes françaises, il y en a déjà qui ont signé cette déclaration. Donc on a la ville de Nice, la ville de Grenoble, Lille, Saint-Quentin et plein de villes européennes qui ont déjà souscrit à ça. Et pas uniquement au niveau des villes, parce que ce qu'on veut, c'est une démarche à différents niveaux. Donc on a aussi des ministres. Donc on a des ministres en Estonie, en Finlande. On devrait avoir cette semaine la Grèce qui signe. Donc je verrai tout à l'heure avec notre secrétaire général Cédric O, donc s'il est aussi intéressé pour signer cette déclaration, de dire on veut développer en fait une smart city. Je ne reviendrai pas sur la définition de ce que veut dire smart, mais à l'européenne. Pourquoi? Parce qu'on a des valeurs européennes à défendre et on veut garder cette souveraineté au niveau technologique, donc sur les plateformes, pour pouvoir garantir la souveraineté au niveau des données qui sont aujourd'hui en fait la matière première de la fourniture des services. Donc juste peut-être que si c'est bien parti, voilà, donc cette initiative s'appelle, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est une petite vidéo normalement. On peut lancer la vidéo? Ouais, je vais revenir en arrière, il faut le temps qu'elle se lance, je pense. Voilà, donc vous avez ce site livingin.eu en fait, qui n'est pas un site de la Commission, qui est un site qui est soutenu aujourd'hui par l'Association des villes des Pays-Bas, parce qu'on a travaillé aussi avec eux. Les mots qu'il faut retenir, en fait, c'est vraiment d'avoir toutes les forces vives et de créer cette communauté autour de cette transformation numérique, de pouvoir développer à grande échelle en fait, ces plateformes, mais pas uniquement dans les grandes villes, et surtout d'appeler les grandes villes à aider les autres et à bénéficier les uns les autres, et surtout cet aspect de soutenir et de durabilité dans le process. Donc en fait, c'est une initiative qui démarre. On ne veut plus quelque part faire des pilotes avec 20 villes, 30 villes, 100 villes, c'est bien, mais vous connaissez le nombre de villes et de communautés, et le mot ici, on parle de cities and communities. Donc c'est bien, pas uniquement les villes, mais aussi les communautés, et on veut arriver, une fois de plus, à cette cohésion en fait, sociale. Et donc, ce n'est pas uniquement un aspect non plus technologique. J'ai parlé de plateformes numériques, de souveraineté de la data, mais il y a des principes en fait, qui sont listés dans cette déclaration où forcément, c'est toujours en accompagnement du citoyen, avec la participation du citoyen. C'est une démarche en fait, qui est faite de la part des villes, où c'est les villes qui sont leaders en fait, dans cette initiative. Je pense qu'effectivement, ce sont des points importants, oui. Pardon, de couper. Oui, c'est juste pour préciser ces 6 points-là. Oui. C'est pas pour vous couper du tout. Hein. Mais je pense que c'est important parce que ça porte des valeurs européennes qu'on a aussi partagées à de multiples reprises ici. On a parlé de modèle français de la Smart City, on parle de modèle européen de la Smart City. Le RGPD a peut-être aussi montré qu'on pouvait avoir une certaine force de frappe sur ces sujets-là, hein, parce qu'en imposant ce règlement général de protection des données personnelles, l'Europe a quand même marqué des points par rapport à une conception ultra-libérale de l'utilisation des données qui est admise, communément admise par ailleurs, hein, dans d'autres pays. Donc, dans cette logique-là, peut-être insister effectivement sur les 6 principes que vous portez, donc cette approche usagée au départ, le rôle de l'échelon local, vous l'aviez dit, excusez-moi que je vous coupe, donc je vous ai relancé sur celle-ci. Et puis, vous avez aussi cette question de la ville conçue comme un écosystème d'innovation ouvert, donc conception co-construite, c'est ça, dans l'idée. Et puis, je vois la gestion éthique des données. Donc là, c'est l'idée de pouvoir garantir la souveraineté, de pouvoir garantir la manière dont elles sont utilisées, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Enfin, vous avez cité le RGPD et je pense que là-dessus, le monde entier en fait, a regardé l'Europe sur ce sujet-là. Et je crois que de temps en temps, on est trop frileux par rapport à cette gestion des données.
Et aujourd'hui, donc, sur la bataille en fait, du numérique, de la gestion des données, aujourd'hui, donc, avec les grands de l'informatique, de ce côté-là, bon, il peut y avoir une partie de la bataille qui est perdue, mais l'autre partie, sur tout ce qui est échange de données et traitement des données, on parle de B2B, donc business to business, ou de business to government, de ce côté-là, il y a encore beaucoup à faire. Et notre commissaire, enfin le commissaire, moi je suis dans la direction générale qui s'appelle Connect, donc le commissaire c'est Thierry Breton, donc qui est très attaché aussi donc, à cette donnée. Et le potentiel, je dirais, pas uniquement économique, mais aussi sur les aspects sociaux dans le traitement de ces données dans les 5 années qui viennent est primordial. Et l'Europe, de ce côté-là, doit se voir comme une puissance, en fait. Et le RGPD a montré qu'on avait les moyens d'imposer notre manière de voir et nos valeurs européennes sur cette transformation numérique. Et cette déclaration, en fait, ça c'est au cœur de cette déclaration. Voilà. Merci. Et en fait, cette déclaration aujourd'hui, bon, elle est avec les 27 pays. Donc ce qu'on invite à signer, donc, c'est les ministres au niveau national, les présidents de régions en France, mais bon, on a déjà des ministres au niveau, par exemple, des Länder allemands qui ont signé, etc. Et puis, bon, les maires, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on a aussi des partenariats au niveau international, et je finis là-dessus. Donc il y avait, vous avez parlé tout à l'heure de UN Habitat, donc il y a à Abu Dhabi en ce moment le forum, le World Economic Forum, le WOF, ouais, où là en fait on a des associations avec le Japon par exemple, avec la Corée du Sud, le Canada, on va entamer un dialogue avec le Canada, qui sont très intéressés par cette démarche qu'aujourd'hui on a appelée une Smart City à l'européenne, parce qu'eux aussi, ils ont les mêmes problèmes que nous sur cette souveraineté technologique et des données, et je m'arrête là. Merci beaucoup. On y reviendra dans les questions-réponses, je pense, qui vont suivre. Je voulais illustrer aussi cette question de l'usage de ces données très concrètes avec Xavier Mathieu, donc directeur général de Birdies, parce que finalement, c'est un petit peu votre quotidien. Hein, et en préparant ces éléments, on retrouvait toute une série de points communs dans les réflexions. Alors peut-être d'abord vous présenter la société Birdies, qui est née d'une fusion de 2 autres sociétés, qui est aujourd'hui spécialisée dans toute la chaîne de valeur de l'IoT. Exactement. Alors ma société se nomme Birds, mais les salariés s'appellent les Birdies, donc ça. Pardon, je parlais déjà des salariés, c'est mon prisme citoyen, c'est de ma faute. Ouais, Birds a été, en fait, le nom a été créé il y a 2 ans, donc c'est assez récent, mais en fait il y a la fusion de 2 sociétés, dont la première a été créée en 2000 et une autre en 2010. La première, Home Rider System, qui a été créée par 2 entrepreneurs qui, à 20 ans, ont décidé de travailler dans le monde des objets connectés, ce qui était assez visionnaire à l'époque. Et puis cette société-là a été rachetée en 2010 par le Veolia. Et au même moment, Veolia a créé une autre société qui s'appelait M2O City pour venir opérer des réseaux de communication pour faire transiter ces données issues de ces différents objets. Et puis finalement, en 2018, Veolia a décidé de fusionner ces 2 entités pour faire un seul et même objet pour répondre aux nouvelles attentes du marché, notamment tout ce qui concerne l'interopérabilité. Alors, justement, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, les technologies ont énormément évolué ces dernières années, et notamment ont apporté 3 bénéfices au territoire, aux collectivités. Le premier, c'est cet aspect d'interopérabilité, de réversibilité qui n'existait pas il y a encore quelques années, parce que chaque système avait ses propres modes, ses propres technologies. Et aujourd'hui, des normes, des standards sont en train d'émerger qui permettent du coup aux collectivités de choisir des solutions interopérables et qui leur donnent une certaine totale liberté de fonctionnement et une réversibilité importante. C'est important de pas, quand on part sur des investissements qui sont relativement lourds, d'être pieds et poings liés avec un organisme ou une entité ou un groupe privé. Donc ça, c'est un premier avantage qu'apportent les nouvelles technologies. Second avantage, ça permet de bénéficier d'un écosystème de solutions, de capteurs pour l'IoT ou d'entreprises qui vont pouvoir apporter leur savoir-faire sur un mode ou sur un mode de fonctionnement existant. Et puis le troisième avantage, c'est surtout les coûts. C'est qu'on a énormément baissé les coûts d'opération de ces objets-là. Donc Birds, on s'occupe principalement de compteurs d'eau connectés. On en a aujourd'hui plusieurs millions à travers le territoire.
Et on a quasiment divisé nos coûts par 2 en quelques années grâce à l'usage maintenant de ces solutions interopérables et réversibles. Alors pour donner quelques exemples, parce que c'est ça qui nous intéresse, savoir qu'est-ce qu'on fait de tout ça, je vais vous prendre l'exemple de la ville de Lyon, puisqu'on est là aujourd'hui, même si on travaille aujourd'hui avec des centaines de collectivités. Lyon, c'est un magnifique exemple. On a déployé des 400 000 compteurs d'eau connectés, et puis on a déployé également un certain nombre de sondes, de capteurs tout au long du réseau pour être en capacité d'améliorer son efficacité opérationnelle. Et aujourd'hui, les résultats sont relativement intéressants. Le premier que je voudrais souligner est le fait d'avoir pu augmenter le rendement global du réseau d'eau de 77 à 85%. Donc aujourd'hui, quand on met 100 litres d'eau dans les réseaux d'eau à Lyon, 85 sont utilisés et plus que 15 sont perdus, ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale, et 85% étant d'ailleurs l'objectif que vient de signer le ministre en charge du dossier avec les professionnels de l'eau qui demandent à ce que la performance et les rendements de réseau d'eau atteignent 85% en 2030. C'est-à-dire que sur Lyon, grâce à ce type de solution, on a déjà une dizaine d'années d'avance sur cet objectif précis-là. Et en ce qui concerne les citoyens, ce qui est aussi la part la plus importante, parce qu'une Smart City ne se fera pas sans avoir des smart citoyens. Aujourd'hui, les citoyens de la collectivité peuvent bénéficier de nouveaux services qui leur permettent de mieux maîtriser leurs usages d'eau et donc de mieux maîtriser la ressource en eau du territoire, en leur fournissant un certain nombre de services pour leur permettre de superviser leurs usages, de définir des seuils d'alerte quand il y a des dépassements, des surconsommations, etc. Surtout d'être alerté en cas de fuite. C'est extrêmement important aussi pour tous de pouvoir avoir ce service et cette information. À la fois, c'est des avantages directs en termes d'eau perdue et potentiellement facturée, mais aussi en termes de dommages collatéraux d'éventuelles fuites d'eau dans son domicile. Et un nouveau service qu'on a lancé d'ailleurs sur la ville de Lyon, c'est de pouvoir informer par exemple les citoyens en cas de gel ou de suspicion de gel de leur compteur pour leur permettre d'agir et d'éviter des fuites et au niveau du branchement qui est, tout le monde ne le sait pas forcément, mais à la charge du citoyen. Voilà, c'est quelques exemples précis de ce que les nouvelles technologies permettent d'apporter aujourd'hui à la ville de demain. Très bien, donc on voit des technologies aujourd'hui opérationnelles, matures, plus légères, on va dire, en consommation, en mise en œuvre, plus faciles à mettre en œuvre. On comprend l'intérêt de ce monitoring pour les économies, éviter le gaspillage. Néanmoins, on est aussi là dans une vision encore métier par métier des différents axes. Est-ce que justement ce travail sur l'interopérabilité des données, est-ce que tout ce travail qui est fait aujourd'hui n'a pas pour vocation à pouvoir permettre aux adhérents notamment, mais aussi l'ensemble des villes, de pouvoir piloter ces différents suivis, ces différents indicateurs ensemble. Alors, est-ce que ça fait partie de vos projets notamment ? Oui, tout à fait. Notre mission, c'est de pouvoir bénéficier de ces technologies pour pouvoir améliorer l'empreinte environnementale d'un territoire ou de pouvoir, en tous les cas, maîtriser les ressources naturelles du territoire. Et aujourd'hui, effectivement, on travaille beaucoup, on parlait de silos déjà dans les tables rondes précédentes, mais effectivement, les sujets sont assez cloisonnés et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a besoin de pouvoir profiter de tout l'écosystème de données qui sont disponibles sur un territoire pour pouvoir bénéficier du maximum de services au bénéfice de l'environnement et du territoire. Aujourd'hui, par exemple, de pouvoir faire le lien entre les consommations d'eau d'une zone touristique du vendredi soir avec les besoins en collecte de déchets du lundi matin, il y a un impact qui est direct, qui est économique et qui permet de rendre la gestion de son territoire beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, on travaille clairement sur ce type de sujet, sur la création d'une plateforme de données d'IoT environnementale où va venir converger au sein de cette plateforme présente sur le territoire l'ensemble des données disponibles, de l'open data, des IoT, de différents écosystèmes, parce que finalement je crois énormément beaucoup au fait de pouvoir travailler en réseau et avec des partenaires pour pouvoir créer ces services qui vont être dédiés à un certain nombre de verticales métiers pour lesquels on a besoin de toujours d'être excellent pour la gestion de sa ville, la gestion énergétique, la gestion de l'eau, la gestion des déchets qui sont de la responsabilité de la collectivité, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces informations-là pour fournir un indicateur global d'empreinte environnementale.
Aujourd'hui, il faut être marteau pour pas comprendre qu'on a un véritable enjeu sur la gestion des problématiques environnementales. Ne plus utiliser de coton-tige en plastique, c'est super, mais ça ne va pas être suffisant. Il y a bien un moment, il va falloir qu'on commence à se faire mal, et plus on attendra, plus il faudra se faire mal. Et nous, ce qu'on souhaite mettre en œuvre, c'est donc de pouvoir fournir ce thermomètre de son empreinte environnementale pour mesurer les impacts d'une politique sur comment est perçue l'empreinte de la ville par les habitants, par les citoyens, et pour en montrer sa réalité. Quand on fait un régime, on a besoin d'une balance pour pouvoir se tester. Ben là, on considère que pour pouvoir faire des efforts sur les performances environnementales d'un territoire, on a besoin d'avoir de ce thermomètre pour être capable de mesurer cette empreinte. Olivier, tu veux réagir à ces éléments ? Oui, rapidement, parce que à France Urbaine, évidemment, on reçoit régulièrement des grandes entreprises, publiques ou privées d'ailleurs, qui toutes ont des données, et un autre grand travail, c'est de faire en sorte que ces données soient interopérables, etc. Et chaque entreprise vient avec l'idée, moi j'ai les données dans tel domaine et j'aimerais avoir les données dans tous ces domaines. Et donc on a un défilé comme ça, tout avec, c'est pas du tout une critique, hein, tout avec un vrai discours, parce que comme tous conscients des enjeux. Et donc la grande difficulté pour nous, les collectivités locales, c'est de faire en sorte de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et puis de faire en sorte de ne pas confier les données et les clés de l'analyse des données à tel ou tel acteur. Donc c'est pour ça que ce que fait la Commission européenne de ce point de vue-là est très important. Cette idée d'interopérabilité, elle est absolument fondamentale. Et la maîtrise de la donnée par la force publique, elle est également fondamentale. C'est-à-dire que ça doit être piloté par nous, et pas piloté par l'offre de services que peuvent faire tel ou tel groupe. Je recevais, l'autre jour c'était GRDF, hein, donc il m'expliquait quel était son système de collecte de données de ses compteurs gaz, et il disait, je peux le mettre à disposition pour la collecte de l'eau, pour la collecte de ceci, etc. Et inversement, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très, très compliqué aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas non plus freiner ces initiatives. Donc, comment les coordonner ? Un des enjeux auxquels on est confronté depuis quelques années, c'est plus comme il y a 10, 20, 30 ans, savoir s'il faut faire les choses nous-mêmes en tant que collectivité en régie ou les déléguer sous forme de délégation de services publics, ça. C'est plus du tout ça l'enjeu. Parce qu'on a des acteurs en permanence, grands groupes internationaux comme petites associations locales, qui viennent avec des initiatives souvent très intéressantes, perturber, percuter, interroger nos façons de rendre les services publics locaux. Ça peut être, on l'a vu sur les trottinettes, on le voit sur les crèches, on le voit sur l'alimentation, on le voit sur tout un tas de domaines. Donc la question que doivent se poser nos collectivités, c'est plus est-ce qu'il faut faire ou faire faire, ça c'était la question il y a 10-15 ans, c'est jusqu'où est-ce qu'il faut laisser faire et comment est-ce qu'on peut coordonner. Et ça, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des villes européennes. Si je peux rebondir 2 secondes là-dessus. Ouais, je pense que c'est important. Donc, on a parlé de données, etc. On a dit qu'il allait y en avoir de plus en plus, notamment avec l'Internet des objets qui ont généré d'ici 5 ans encore beaucoup de données. Et sur ce partage des données, en fait, il y a eu un groupe d'experts. Donc là, je reviens plutôt avec une casquette vraiment en commission. Qui s'est réuni l'année dernière, en fait, qui doit remettre un rapport qui va être publié là dans les semaines qui viennent, avec 2 documents importants sur la stratégie numérique et la stratégie au niveau de la data de l'Union européenne. Donc ça doit être la semaine prochaine ou la semaine suivante. Et justement, dans ce rapport, il y a des recommandations sur les différents modèles en fait, de partage de données, parce que tout le monde est prêt à donner, mais s'il reçoit, ou à acheter si c'est pas trop cher, ou à donner. Alors il y a par exemple des exemples avec Mastercard qui sont prêts à donner leurs données si la cause est bonne. Donc si c'est sur une cause humanitaire par exemple, pour repartager leurs données. Donc il y a différents modèles. On ne peut pas dire on va légiférer et imposer à toutes les entreprises de fournir leurs données par rapport aux services qu'ils ont, que ce soit les trottinettes, les parkings, les bus, etc. dans la ville. Ça ne marche pas parce que ça a un impact aussi économique derrière. Donc il y a toute une réflexion en ce moment, mais c'est les travaux qui démarrent. Et justement, il va y avoir vraiment des initiatives là-dessus pour arriver à organiser en fait l'accès à la donnée, le partage de la donnée avec différents moyens et que les villes en fait prennent la main là-dessus. Ouais.
D'accord. Merci. On voit là effectivement qu'il y a un enjeu fort de pilotage. On a vu aussi un enjeu de baromètre, hein, le côté on prend la balance, essayer d'avoir ces indicateurs environnementaux pour pouvoir se diriger. Je pense qu'effectivement, ça va faire partie des grands défis que tout le monde a en tête. Du côté de la chaire, vous travaillez sur un indicateur aussi de bien-être en ville, hein, c'est peut-être un indicateur complémentaire. Il y a le côté impact opérationnel, mesuré, mesurable, sur lequel on peut agir avec un certain nombre de leviers. Puis il y a le côté ressenti avec des combinaisons de facteurs. Peut-être pour revenir sur cette notion aussi maintenant de progrès technique au service de l'humain, parce que finalement c'est aussi ça qui fait le point commun de l'ensemble de ces approches. Est-ce que, Carlos, tu peux peut-être exposer de manière plus concrète comment ça se traduit par exemple sur cette notion de ville du quart d'heure, avec quelques exemples qui nous parleront à tous pour qu'on comprenne comment ça se met en place? Tout à fait. Nous parlons de ville des quarts d'heure pour les zones compactes. Et nous parlons des territoires de la demi-heure pour les zones donc moyennement denses ou très peu denses. D'ailleurs, j'attire votre attention sur l'étude qui a été publiée par les comités d'analyse stratégique, les CAS, qui a évoqué une étude sur les gilets jaunes, donc sur sa territorialité, et qui disait la défaillance des services publics dans un rayon supérieur à 25 minutes était une source de stress qui se trouve aux origines de cette situation de révolte. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être publié, mais qui fait écho à nos recherches. Donc, je m'ai fait l'écho au niveau... Donc, on sera ravis de retransmettre l'étude en question, effectivement, au réseau. Absolument. Donc, effectivement, nous avons pris un parti sur celui de la territorialité des proximités. Donc, la ville des quarts d'heure en zone compacte, donc ce qu'on appelle l'hyperproximité, la territorialité donc, de la demi-heure, avec cette notion de identifier quels sont les services essentiels qu'il faut avoir à proximité pour redécouvrir les ressources et la richesse de la proximité, y compris et surtout aujourd'hui grâce au numérique. Nous avons donc travaillé sur une notion de la haute qualité de vie sociétale qui fait écho à la haute qualité environnementale qui est conçue plutôt pour l'indoor bâtimentaire, et nous nous intéressons au mode de vie, l'humain au cœur, la Human Smart City et la ville vivante, c'est-à-dire quelle matrice je peux aujourd'hui concevoir pour aider au pilotage des villes et des territoires, aussi bien dans les temps présents que dans les simulations et projections dans le futur. Nous avons travaillé avec un de nos partenaires de la chaire fondateur qui est ici, partenaire de S'Interconnecter GFI, qui nous a donné donc, un support numérique puissant pour pouvoir donc, développer une méthodologie, une approche donc au terrain, une démarche expérimentale et aujourd'hui être capable de les proposer à grande échelle, non seulement en France, mais au niveau international, parce que UN Habitat a décidé d'adopter notre guide méthodologique comme un des vecteurs de transformation des territoires dans le cadre du nouvel agenda urbain 2030. Donc vous voyez sur cet écran, si vous le voyez là, le fait que nous nous intéressons à modéliser les 6 fonctions sociales, urbaines ou territoriales qui donnent une ville apaisée ou un territoire apaisé. Quand on est capable, dans un cas idéal, d'avoir à proximité d'un quart d'heure en zone compacte, d'une demi-heure en zone dense, les 6 fonctions sociales que vous voyez là, habiter, travailler, s'approvisionner, être en forme, apprendre et s'épanouir, nous allons donc être dans une capacité d'apaiser les 3 indicateurs d'un bien-être de chacun de nous, qui est le bien-être individuel avec ma famille et mes proches, les bien-être, l'indicateur de sociabilité avec mes voisins et mes collègues des bureaux, et l'indicateur d'apaisement par rapport à une planète durable, je me déplace beaucoup moins, et une planète inclusive. Donc, nous nous sommes intéressés à décortiquer au travers une ontologie, c'est-à-dire d'écrire c'est quoi habiter, c'est quoi travailler, c'est quoi approvisionner, c'est quoi être en forme, c'est quoi apprendre, c'est quoi épanouir. Nous avons développé une ontologie, nous l'avons raccroché à un modèle des données pour comprendre les usages que nous faisons des infrastructures, des équipements, pour sortir de la ville segmentée ou des territoires segmentés, qui est extrêmement ségrégatif, et pour imaginer des services basés sur 2 principes majeurs. 2 mètres carrés qui existent et qui doivent être utilisés mieux et plus. Et sortir d'un équipement en usage pour aller vers un équipement plusieurs usages. Et donc, c'est cette notion de
polycentrisme des polymorphismes, en termes scientifiques. Polycentrisme, donc créer des armatures multipolaires, que ce soit dans les villes ou que ce soit dans les territoires, pour quitter la mobilité subie qui nous oblige à aller sur des lieux où on va trouver ses besoins, pour aller vers la mobilité choisie. Et c'est là où les data jouent un rôle majeur, parce qu'on a pu mettre en place donc un outil de modélisation des territoires accessible en libre service sur notre chaire, en français et en anglais, qu'on a présenté à Barcelone, qui est le guide méthodologique pour la compréhension du territoire, pour décomposer donc, ces 6 fonctions sociales, pour les raccrocher ensuite donc, aux infrastructures existantes. Et avec GFI, nous avons sorti la première version à Barcelone d'un outil informatique extrêmement puissant qui vous permet de faire l'émaillage territorial, le taux d'occupation de vos infrastructures à la journée, à la semaine, au mois, qui vous permet par fonction sociale territoriale identifier tout ce qui existe ou tout ce qui n'existe pas, pour trouver les zones blanches, pour trouver les zones noires, pour les croiser et pour faire derrière donc, des outils de diagnostic qui permettent de mieux comprendre donc, notre territoire et les projeter dans le futur avec, par exemple, la démographie ou les grands projets urbains à l'horizon de 5 ans ou 10 ans. Donc, nous avons cette méthodologie décomposée en 4, récolter des données, les classer, révéler les territoires, les projeter, et autour de là, nous avons donc structuré un travail avec nos partenaires. Nous l'avons fait à Paris sur le 18e, 19e arrondissement, Pantin, Aubervilliers et Saint-Denis, vous reconnaissez la zone des Jeux Olympiques. Nous allons le faire à Dijon, donc avec 2 quartiers, et nous allons donc sur Nantes également, et nous avons le plaisir aujourd'hui de le faire aussi pour un grand test, et à l'international, parce que UN Habitat a décidé de prendre cette méthodologie comme le cœur du nouvel agenda urbain, et donc nous allons démarrer l'été prochain certainement des expérimentations donc en Amérique latine qui vont avec cette notion, on va dire, de mieux comprendre le territoire pour que les réponses de la mobilité obligatoire soient celles de mobilité, c'est-à-dire de mieux utiliser les ressources. On ne veut pas transformer les villes dans des quartiers retranchés. Donc, il y en a certains qui disent « je vais faire des paris de 140 villages ». Moi, je ne veux pas faire de 140 villages à Paris. Vous avez entendu donc, ces notions de chrono-urbanisme des villes des quarts d'heure sur Paris, sur Nantes, sur Rennes, et, entre autres, qui sont aujourd'hui portées par des personnalités, puisque nous voulons non pas faire des villages, mais nous voulons tout simplement rééquilibrer territorialement des quartiers aujourd'hui qui sont donc non, dans ces situations inégales. Et ça va de pair avec la transformation du paradigme de la mobilité, parce que nous voulons faire des espaces publics et des rues, des lieux qui ne soient pas pour les voitures, mais pour les hommes, pour les femmes, pour les vivants, pour la biodiversité. Et nous voulons travailler donc sur des quartiers qui s'ouvrent et qui soient interconnectés. Nous pensons, et c'est mon ressenti au niveau mondial aujourd'hui, par mon travail de recherche et des invitations que j'ai dans le monde entier, c'est que la tendance mondiale aujourd'hui, c'est vers les polycentrismes. Même dans des villes extrêmement denses comme Tokyo, où il y a 40 millions en zone dense et 80 millions dans la continuité jusqu'au Osaka, on retrouve cette notion de polycentrisme. Il y a énormément de ce qu'on appelle des hyperquartiers qui sont construits, et le numérique joue un rôle majeur, parce qu'on aide à découvrir aux maires, aux collectivités et même aux aménageurs qui ont énormément de ressources et qui, avant de se lancer à bâtir de nouveau très loin, on peut déjà retrouver beaucoup de ressources qu'on a dans cette proximité. Donc on est très heureux aujourd'hui d'avoir cet accueil. Donc j'ai été même surpris quand ça a été lancé, la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, m'a retrouvé traduit quasiment donc, en une quinzaine de langues, en incluant l'hindi, l'ourdou, les turcs, les tchèques, etc. Parce que c'est une réalité. Et les pays nordiques, qui sont habitués depuis très longtemps à la proximité, ils appellent ça la ville des 5 minutes, 5-minute city. Des villes comme Melbourne pratiquent la ville donc des 20 minutes. Des villes comme Ottawa, ça fait partie des master plans qui a été approuvé l'année dernière. Ils appellent là, dans le Québec, la ville de courte distance. J'y étais là-bas. Et donc, cette notion de ville de courte distance polycentrique devient aujourd'hui un élément majeur des transformations. Et je vous invite donc à suivre ces travaux, parce que je pense que c'est une découverte de la territorialité qui n'est pas une idée originale. Les racines de ces travaux de recherche, c'est déjà Jane Jacobs, dans les années 60, quand elle a parlé de la ville vivante dont je m'inspire depuis toujours. Dans les années
et 70-80 aux États-Unis, c'est les New Urbanism qui s'opposent donc à l'expansion pavillonnaire et qui cherchent au travers la ville compacte à retrouver donc une notion servicielle. Il y a en France, ici à Lyon et à Grenoble, nous avons des chercheurs comme François Hacher, Luc Gudinski, qui sont des chercheurs du chrono-urbanisme, du rythme de vie, des villes de jour et de la nuit. Mon apport scientifique a été la modélisation ontologique des 6 fonctions sociales urbaines qui rendent apaisé n'importe quel urbain ou territorial qui est parachuté n'importe où sur la Terre. Et si on l'offre ces 6 éléments à proximité, nous allons avoir quelqu'un qui sera plutôt heureux. Notre difficulté aujourd'hui, c'est rapprocher l'habitat du travail. Et j'ai été très heureux que Bruno Cavagné, que vous connaissez tous, président de la Fédération des travaux publics et membre du MEDEF, il a écrit un livre que je vous invite à lire au mois de novembre, qui s'appelle « Nos territoires brûlent », et dans lequel il dit « La seule solution territoriale, c'est le chrono-urbanisme, c'est rapprocher l'habitat du travail ». Et des partenaires de la chaire comme EDF aujourd'hui expérimentent effectivement la notion de hub, donc co-brandé, pour rapprocher des gens de leur lieu d'habitation dans des lieux intermédiaires à plusieurs entreprises, dans une optique donc de dégager la présence obligatoire au profit d'une activité servicielle via le numérique. Merci beaucoup, Carlos. Alors, il y a probablement des questions qui peuvent se poser dans la salle à ce stade. Est-ce qu'on a 2 minutes pour y répondre? Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour prendre un micro, peut-être? Merci Anne-Claire. Donc je vous propose, pour ceux qui ont des questions à poser, qu'on en prenne quelques-unes. Donc il y en avait une ici. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Signalez-vous, comme ça on en prend 2, 3 et on essaye d'y répondre rapidement en conclusion. Oui, j'ai donc 2 questions. La première, vous avez évoqué qu'en matière de Smart City, il y a des modèles spécifiques selon les territoires. La Chine, les États-Unis, l'Arabie Saoudite ou la France ou l'Europe n'ont pas nécessairement les mêmes modèles. Donc ma question, c'est à chacun de ces modèles, comment définissez-vous l'indicateur et les facteurs qui vont définir cet indicateur? Donc je pose cette question à la dernière intervenant qui semble avoir un projet important sur ce domaine. Ma deuxième question, c'est, vous avez évoqué le bien-être, d'autres parlent de bonheur, d'autres parlent de happiness. Quelle relation entre Smart City et le bien-être et le bonheur? J'imagine que c'est un facteur important. Et j'étais récemment dans une ville un peu lointaine qui est Dubaï, où l'on me disait qu'à l'occasion de l'exposition universelle, on souhaitait devenir la ville la plus heureuse au monde. Donc comment voyez-vous cette affirmation? Est-ce que c'est une galéjade ou est-ce qu'il y a une réalité derrière? Là, très certainement, on ne parle pas du même modèle que le modèle européen. Merci pour ces 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ce sera nos questions de conclusion. Alors, vos éléments de réponse, peut-être brièvement, je pense que Carlos, évidemment, tu es interpellé, mais on aura aussi l'occasion d'y répondre. Oui, c'est une bonne question. Regardez Dubaï. Donc, il y a 15 jours, Dubaï, aussi technologique qu'elle est, aussi pléthorique en logiciel et en silicium, ça lui a empêché d'être donc inondé de manière torrentielle, donc il y a 15 jours, par les dérèglements climatiques. Vous avez vu les vidéos impressionnantes de l'aéroport et de la ville. Il y avait des fleuves qui parcouraient la ville. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la problématique essentielle, c'est donc comment on peut résister à cet aspect environnemental, social et économique pour avoir donc une ville durable. Et cette notion que nous développons, au-delà du bien-être, c'est la notion de haute qualité de vie sociétale. C'est-à-dire nous pensons que ces indicateurs matriciels de qualité de vie sociétale, ils sont liés, pour aller au-delà de la notion donc, de bonheur personnel, ils sont liés aux fonctions sociales urbaines essentielles. C'est pour ça que nous avons fait un long travail de modélisation, c'est ma recherche, c'est mon apport personnel et ma contribution à ce travail-là. Quand on a identifié ces fonctions sociales urbaines, les 6, habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer et avoir des loisirs, on peut ensuite développer des indicateurs
sectorielles qu'ensuite on agrège, ce qu'on appelle l'index de haute qualité de vie sociétale, qui permet de benchmarker aujourd'hui pratiquement l'ensemble des territoires. Donc nous comparons, donc nous travaillons beaucoup avec l'OCDE en particulier, c'est un de nos partenaires, pour avoir une convergence. Mais nous ne voulons pas faire un outil uniquement des classements. Moi, personnellement, je m'en fous. En général, je refuse de participer à tous les jurys des classements pour dire celui-ci est plus beau, plus intelligent, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est proposer à vous, les territoires, les maires, les conseillers, les acteurs, des outils de compréhension du territoire, de compréhension des enjeux, et qui vous permettent d'établir des hypothèses, des transformations, des mutabilités, pour qu'on puisse avoir une qualité de vie sociétale qui soit la plus haute possible. C'est ça vraiment le but de notre travail à nous, au-delà de dire 9 sur 10 ou 3 sur 10, qui finalement, ça veut dire peu de choses à la fin. Donc finalement, c'est un outil dont on peut se saisir et dont les territoires peuvent se saisir pour faire leur propre analyse et faire leur propre choix politique. Et là, on rejoindra, j'imagine, ce que vous sous-entendiez dans la question. C'est que le bien-être ne se décrète pas, et peut-être que dans certains endroits, cette ville très dense ne sera pas souhaitée. Peut-être qu'on peut trouver d'autres modèles de développement que cette hyper-densification des villes. À titre personnel, par exemple, je ne rêve pas d'une ville hyper dense dans laquelle je vivrais au quotidien. Mais on peut se dire peut-être que c'est des outils, c'est des mises au pot, la donnée que vous mettez en interopérabilité, ces outils d'analyse, ces modélisations possibles, pour s'en saisir et pour faire ensuite des choix politiques éclairés. Est-ce que tu penses que ça peut être une bonne piste ? Disons que c'est une préoccupation qui est déjà ancienne et que les outils d'aujourd'hui nous permettent sans doute potentiellement d'aller plus vite et plus directement aux bonnes solutions. Je dis potentiellement parce que ça peut aussi générer de la confusion, ça peut aussi générer de l'hésitation dans la prise de décision et dans la prise de risque. Parce que si on attend d'avoir des données complètement objectives, etc., pour agir, on n'agit pas. Donc moi, je crois beaucoup aussi à l'idée de la prise de risque. Parfois, on a des intuitions, le politique, ça existe, il y a un projet et on définit un projet et on le met en œuvre. Je dis ça parce que, historiquement, les communautés urbaines se sont très souvent préoccupées, qu'on appelle maintenant métropole, préoccupées du fait qu'il faut prendre complètement tous les aspects de la vie des gens. On a eu des essais par le passé de référentiel européen de la ville durable, on avait fait ça avec la Commission européenne, etc. On n'avait pas les données à cette époque-là. Aujourd'hui, on a les données. Mais moi, je pense que le sujet derrière cet outillage indispensable et qui donne des éclairages nouveaux, c'est comment on s'en saisit, et c'est la question de la gouvernance et je vais être plus précis, de la décentralisation. Parce que les seuls qui peuvent aujourd'hui assurer l'interopérabilité entre les différents types de données, qui peuvent effectivement zoomer la ville du quart d'heure ou le territoire de la demi-heure, etc., les seuls aujourd'hui, ce sont les territoires. C'est-à-dire que ça ne peut pas se piloter de très loin, ça se pilote forcément de près. Et évidemment qu'il va falloir aussi introduire cette notion de différenciation, la commande politique d'un territoire, de ceux qui y vivent, de ceux qui le traversent, elle est différente d'un territoire à l'autre. Donc d'avoir des outils communs, c'est fondamental, mais ce qui est encore plus fondamental, c'est d'avoir les clés du camion, le carburant qui va avec pour piloter son territoire. C'est ça le plus important, et c'est pour ça qu'on est très attentif à France Urbaine, à ce qui va pouvoir se faire ou pas dans le futur loi qu'on nous annonce, qui combine 3 mots qui nous vont bien en vrai. On les porte depuis longtemps: décentralisation, déconcentration, différenciation. Et dans décentralisation, ce qu'on voit, c'est plus... Ce qu'on attend, nous, c'est pas tellement qu'on nous demande d'en faire plus, on en fait déjà énormément. C'est que ce qu'on fait, on nous le laisse faire, en toute autonomie et en toute responsabilité. En toute autonomie, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les moyens qui aillent avec. Et en responsabilité, c'est-à-dire que les comptes qu'on a à rendre, on les a à rendre aux citoyens, aux électeurs. La déconcentration, c'est aussi le lâcher-prise que nécessairement doit avoir l'État, et que
les moments où on a encore besoin de lui, eh bien, la décision de faire ou de ne pas faire puisse être prise également au niveau local, sans remonter dans toutes les arcanes du niveau national. Et la différenciation, elle passe par un outil absolument indispensable, qui est celui de l'expérimentation. Le droit, le devoir même d'essayer, le droit de se tromper. Et la possibilité de démontrer que si on a testé quelque chose qui fonctionne à Lyon, eh bien on a prouvé que ça fonctionne à Lyon, point. On n'a pas prouvé que ça fonctionne à Lille. Et donc, il faut que les territoires soient mis sous tension pour effectivement avoir toute la liberté d'expérimenter et ne jamais se donner comme préalable que la solution X doit obligatoirement derrière être diffusée sur l'ensemble du territoire. Par contre, que les gens s'en inspirent, l'adaptent, et au contraire, il faut ça. Donc voilà la philosophie dans laquelle on est, et je crois que la donnée et ce type de travail-là aide beaucoup, parce que ça, comme tu l'as très bien dit, Carlos, l'idée, c'est pas de se classer, l'idée, c'est de voir quels sont les comparables, avec qui il est intéressant que je dialogue en Europe et dans le monde, quelles sont les villes qui ont à peu près les mêmes problématiques que moi, historiques, sociologiques, économiques, etc., avec lesquelles ce sera intéressant de travailler pour voir comment elles ont avancé et comment moi je peux avancer comme elles. Je partage totalement. Merci Olivier. C'est toujours puissant tes paroles. Un mini-mot et après on aura une annonce qui va aller tout à fait dans le sens de ce que tu proposes là pour des expérimentations J'adhère locales. complètement à ce que vient de dire Olivier. Donc juste un petit mot sur cette diversité en fait des villes. Je vous invite à lire un rapport donc, sur le The Future of Cities qui a été fait par le centre de recherche de la Commission, où justement il y a des chiffres très intéressants et interpellants en fait sur des villes qui vont grandir, mais des villes aussi qui vont diminuer, où les populations vont diminuer. Donc on voit que la diversité est énorme en fait en termes de ces villes, et c'est vrai qu'il n'y a pas une solution qui marche partout. Quand on parle d'interopérabilité, c'est évidemment au niveau technique, au niveau des échanges de données, etc. Mais on peut s'inspirer beaucoup de ce qui est fait dans les autres villes. Et en fait, au bout du compte, c'est quel est le modèle de société qu'on veut en général, et pour notre ville, quel est le modèle de ville qu'on veut au niveau de la ville là où on vit et celle qu'on gouverne. Merci beaucoup. Je suis obligée de mettre un terme à cette table ronde parce qu'on a un timing à tenir. Je vous garde quelques instants parce qu'on a une annonce importante à faire. Donc j'invite la prochaine séquence. Restez là quelques minutes, ce sera peut-être pas très long. Donc j'annonce l'arrivée de la DINUM et de l'ANCT, donc la direction du numérique de l'État et l'Agence nationale de cohésion des territoires. Venez nous rejoindre. Donc la slide d'après peut-être, donc Pierre-Louis et Florian Delezen. Voilà, vous avez le pupitre si vous voulez bien. Merci d'être avec nous pour cette annonce. Alors, des annonces dites importantes et un pupitre, c'est dire si ça va être important. Non, on ne va pas vous retenir trop longtemps. On voulait en profiter pour vous annoncer le lancement aujourd'hui de l'incubateur de services numériques de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est une nouvelle agence de l'État qui a été créée au 1er janvier 2020, née de la fusion du Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, et de l'Agence du numérique, qui était auparavant au ministère de l'économie et des finances. Au sein de ce nouvel établissement qui est créé une direction générale numérique dans laquelle nous lançons cet incubateur. Donc, l'objectif de cette agence, c'est à la fois de décliner des programmes, de territorialiser des programmes de l'État. Il y a le programme France Service, le programme Action Cœur de Ville, le programme Très Haut Débit par exemple, mais aussi de venir vraiment en appui d'ingénierie, en guichet unique pour les collectivités pour développer des projets de territoire. Et donc, l'agence du numérique, en arrivant dans l'ANCT, on a commencé à réfléchir en disant quelle pourrait être la plus-value pour les collectivités qu'on pourrait apporter, d'où la naissance de cet incubateur de services qui vise à la fois à soutenir en ingénierie et financièrement des projets territoriaux de services publics numériques, expérimenter des prototypes, lancer de nouveaux projets, aussi outiller les programmes nationaux de l'ANCT en lançant des services numériques, mais construits avec les collectivités et les utilisateurs finaux. Et enfin, utiliser notre force de frappe pour mutualiser les projets et ces services numériques, ces produits numériques entre collectivités. Alors vous allez nous dire, logiciel libre, mutualisation, innovation territoriale, tout
tout ça, ça peut être de très bonnes intentions, mais concrètement, qu'est-ce que ça peut changer? On ne va pas repartir de zéro et essayer de réinventer la roue numérique, mais partir d'une méthode qui a été testée, inventée et éprouvée par la direction interministérielle du numérique. Et je vais laisser Florian proposer l'incubateur de services numériques qui chapeaute tous les autres incubateurs dans les ministères à la Bonjour à tous, Florian Deleuzen. Oui, donc on a expérimenté en fait depuis maintenant 7 ans avec beta.gouv, qui est en fait une communauté d'incubateurs de services numériques, une méthode pour créer des services numériques qui soient proches des besoins des usagers. Donc ce qu'on essaye de faire, et puis on a essayé depuis l'État central, donc vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que ce partenariat a du sens pour nous, c'est de nous partir peut-être d'une commande ou alors d'un problème constaté sur le terrain pour construire un service public numérique utile. Au fil du temps, on a vu que cette méthode fonctionnait, elle s'inspire des méthodologies start-up et donc on a tendance à l'appeler la méthodologie start-up d'État. On a vu que ça fonctionnait, on a vu que les agents en centrale, ils avaient des problèmes qui pouvaient mener à la naissance de services nationaux, donc comme PIX ou MEZ ou La Bonne Boîte, ou vous avez peut-être entendu parler du Pass Culture. Donc c'est des produits qu'on a accompagnés, des équipes qu'on a fait grandir et qu'on a essayé de rapprocher du terrain dès les premières expérimentations. Et en même temps, depuis 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres agents dans d'autres administrations qui voulaient participer et qui avaient un problème de politique publique qui n'était pas forcément toujours numérique, mais qui était en tout cas intéressant d'accompagner pour voir s'il y avait un produit numérique à la fin. On a commencé alors à créer d'autres incubateurs dans d'autres ministères, au ministère des Affaires sociales, à Pôle emploi, au MTES. Voilà. Donc, ça, c'était une des pistes qu'on avait, c'était d'essayer de voir si on pouvait mobiliser des agents du terrain grâce à ces incubateurs d'autres ministères. Et il y avait encore tout un pan qu'on avait envie de creuser, qui était le pan des agents sur les territoires. Donc depuis 2 ans, on a mis en place un programme d'accompagnement qu'on appelle le programme territoire à beta.gouv, qui permet de décliner un petit peu la méthode sous la forme d'une formation-action. Pendant 3 mois, on va venir vous expliquer comment est-ce que nous, on voit la méthode, comment est-ce qu'on peut l'adapter ensemble, parce que c'est un programme qui évolue encore au jour le jour, où on essaye encore de voir comment est-ce qu'on peut le faire évoluer. On va vous former à nos méthodes, on va essayer de chercher avec vous des agents du terrain qui ont envie de changer quelque chose, de mettre en place un nouveau service pour répondre à une problématique de public qu'il a identifié lui-même. Et on va voir ensuite si ça crée un service public numérique local, donc une expérimentation qui est vraiment pour un territoire, ou alors si nous ensuite, avec le FAST, donc qui est un fonds d'innovation qu'on porte à la DINUM, on peut l'adapter pour qu'il aille servir d'autres territoires. Donc il y a 2 séquences, c'est une séquence d'accompagnement dans les territoires, on essaye de sortir un problème de politique publique sous la forme d'un service numérique qui peut déjà tester son impact à petite échelle. Et si cet impact est révélé, est vraiment fait preuve, on essaie de voir si on peut, nous, en tant qu'État, venir adapter cette solution, la tester sur un autre territoire, essayer de faire cet entre-deux, et c'est ça qu'on veut essayer de diffuser avec l'ANCT. Donc je vais laisser la parole. C'est là, nous après, on peut arriver pour notamment construire la coalition de porteurs de collectivités qui vont aider à essaimer le prototype et le consolider. Donc on va lancer cette dynamique d'étapes après la pré-incubation. On va aussi veiller à porter des projets en propre de start-up de territoire par les collectivités et je disais aussi porter nos projets internes. Alors il y a par exemple Aidant Connect qui est porté par le programme Société Numérique. On va travailler aussi à un produit plutôt dédié aux communes rurales pour pouvoir les permettre de déployer un bouquet d'applications en marque blanche pour utiliser des services qui sont utiles dans les communes rurales. Et enfin, et pour faire écho aussi à ce qui a été dit plus tôt, c'est aussi porter une réflexion sur comment est-ce qu'on met le numérique au service du développement territorial, comment est-ce qu'on pense l'étape d'après dans ce portage des projets, avec une réflexion sur l'économie sociale et solidaire, sur le développement de projets aussi open source dans les territoires. On a commencé en créant les 2 premières sociétés coopératives d'intérêt collectif dans lesquelles l'État est devenu sociétaire, la MENNUM et Aptic qui portent le pass numérique. Donc c'est porter aussi ces nouvelles méthodes de portage de l'innovation au-delà de la simple construction d'un outil numérique et en associant un maximum d'acteurs publics et privés et associatifs locaux. Donc on commence tout juste ce partenariat via une convention.
Vous allez avoir des annonces plus précises sur le rythme, les étapes à retrouver sur nos sites internet respectifs. Et on tenait à annoncer ça aujourd'hui aux interconnectés avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets numériques et avec qui ça fait beaucoup de sens d'évoquer ces questions de mutualisation. Et on vous remercie pour cette attention à quelques minutes du déjeuner. Bonne journée et bon forum. Merci beaucoup. Je tiens vraiment On tient vraiment à vous remercier de cette annonce et de cette initiative, parce qu'on voit à travers les échanges qu'on a eus tout à l'heure, qu'on a régulièrement, qu'effectivement, il y a un besoin d'émergence de projets issus des territoires. On en reparlera, je pense, encore tout au long de la journée. Un petit message, territoire, mobilisez-vous, il y a des outils qui sont aujourd'hui disponibles. L'État est plutôt de bonne volonté pour accompagner et apporter une méthode très structurante. Donc il faut qu'on s'en saisisse pour que ça nous soit vraiment utile. Donc on relaiera avec beaucoup de plaisir. Donc on vous applaudit encore une fois et on applaudit bien sûr les intervenants de la table ronde précédente. Merci à tous. Et je vous donne rendez-vous à 14h30 précise ici, très nombreux, pour accueillir notre invité de marque, Monsieur Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui sera avec nous pour cette table ronde, cette plénière d'ouverture. Merci à tous, à tout à l'heure. Vous pouvez vous restaurer dans les espaces thématiques.